Ce que vous venez de voir, c'est une restauration de Katsudo Sashin, réalisée entre 1905 et 1912. Cette vidéo, plus courte qu'un TikTok, est la plus vieille trace d'animation japonaise retrouvée à ce jour. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire de l'animation japonaise, de ses débuts aux tendances actuelles. Bienvenue dans Rakuen, je suis Harold. On se retrouve au paradis juste après le générique. Même s'il est très difficile de déterminer précisément quel était le plus vieil animé japonais, vu que les bobines utilisées étaient soit détruites, soit revendues, le cinéma d'animation au Japon date de la toute fin de l'ère Meiji, entre 1862 et 1912. Avec l'arrivée des films d'animation occidentaux, les Japonais commencent vite à s'intéresser à ce support. D'après les historiens, la toute première diffusion publique d'un film d'animation japonais s'est faite en janvier 1917. Évidemment, les premières animations japonaises étaient noir et blanc et sans son. D'ailleurs, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est Namakura Gat Nana, sorti en 1917, et considéré comme l'un des premiers animés de l'histoire. D'ailleurs, comme le rappelle Brigitte Koyama-Richard, spécialiste de la culture japonaise et plus précisément des estampes, l'animation japonaise, même si la technique vient d'Occident, s'inspire des traditions artistiques anciennes comme les rouleaux peints et maki, déroulés en séquence au fur et à mesure de l'avancée du récit, ou encore les kamishibai, spectacles de rue où le conteur accompagne son récit de dessin. En 1923, un événement majeur va marquer une grande perte pour l'industrie de l'animation japonaise, le séisme de Kanto. D'ailleurs, petit point historique. On est le 1er septembre 1923, il est 11h58 et les habitants de la plaine de Kanto sentent leur monde trembler. Le séisme, qui sera évalué en 1977 à une magnitude de 7,9, a provoqué de graves dommages à la ville de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, de Shizuoka, dans la préfecture du même nom, et de Tokyo. Il a fait 105 885 morts et disparus, et entraîné la destruction de nombreux bâtiments, dont des studios d'animation. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'animation japonaise va être un véritable outil de propagande nippone. C'est dans ce contexte que va naître l'une des plus grandes œuvres de l'animation japonaise, Momotaro, le divin soldat de la mer. Financé par le ministère de la Marine impériale, le film reprend la légende de Momotaro à sa sauce. Je vous laisse juste un petit extrait et on passe à la partie suivante, l'âge d'or des animés. Si Momotaro n'a pas su me convaincre, ce film qui promettait une paix prochaine a su toucher celui qui sera considéré plus tard comme le dieu du manga. Disons que sans ce film, on n'aurait peut-être pas eu ça. Dans ce laboratoire secret, le plus grand scientifique de tous les temps travaille sur sa plus incroyable création. Oh, attendez, mauvaise vidéo, je voulais dire ça. Né le 3 novembre 1928 à Toyonaka dans la préfecture d'Osaka, Osamu Tezuka va marquer durablement l'histoire de l'animation japonaise. Ce grand fan de Walt Disney va se lancer lui aussi dans le monde de l'animation. En 1961, il va fonder le studio Mushi, qui sera le premier en 1963 à lancer une série hebdomadaire dont chaque épisode dure 20 minutes, Tetsuwan Ato, plus connu chez nous sous le nom d'Astro Boy et qui sera considéré comme le premier animé de l'ère moderne. C'est aussi ce studio qui produira en 1965 l'une des toutes premières séries en couleur, Le Roi Léon. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh.
Peu à peu, les séries d'animation japonaises prennent le pas sur les longs métrages d'animation plus coûteux, plus longs à produire et moins rentables. Dans le même temps, la profession se précarise et les conditions de travail se détériorent. Et puis dans les années 70-80, c'est l'explosion. Le soft power nippon rentre dans une nouvelle ère. Les séries d'animation japonaises se déversent sur l'Europe et l'Amérique comme un raz-de-marée. Le monde découvre des animés qui sont considérés aujourd'hui comme de grands classiques. Les animés commencent à explorer des thèmes de plus en plus matures. Des animés comme la série Adi Disa Takahata, considérés comme trop matures pour les enfants, seront des véritables succès mondiaux. Dans la droite lignée de cette évolution, on va voir apparaître de nouveaux styles et de nouveaux genres. Dans cette période années 70, on va avoir des animés comme Mobile Suit Gundam qui vont introduire un nouveau genre, le mecha. La science-fiction en version animée commence à se détacher peu à peu des super-héros fantasy pour nous donner des space opéras réalistes avec des histoires de plus en plus complexes et des scénarios beaucoup moins manichéens. D'ailleurs, toujours dans Gundam, Char Aznable, ce mec-là, est un bon exemple de ce phénomène, passant du statut d'ennemi dans les premières séries pour devenir un allié dans les suites Mobile Suit Zeta Gundam, puis à nouveau ennemi dans le film Mobile Suit Gundam Char Contre-Attaque. Maintenant, les personnages sont plus complexes et peuvent évoluer et changer de camp. Le space opera va encore plus se positionner à la fin des années 70 grâce à George Lucas, ou plutôt grâce au succès de Star Wars, qui va permettre le retour sur le grand écran d'un précurseur du genre, Ushu Senken Yamato. Ce retour va être le moteur de ce qu'on va appeler l'âge d'or des animés. À la fin des années 1980, avec la sortie de Nausicaa, un plus grand nombre de films à gros budget et expérimentaux commencent à sortir. Le marché des OAV va aussi permettre l'édition d'œuvres courtes expérimentales comme Take the X-Train, Mani Mani, les histoires du labyrinthe et Robot Carnival. Les sorties cinématographiques vont devenir de plus en plus ambitieuses, chaque film essayant de dépasser le succès du film précédent. Train de nuit dans la Voie lactée en 1985, Le roman de Kenji en 1987 et Le tombeau des Lucioles aussi en 1987 sont trois exemples de productions ambitieuses basées sur des succès littéraires au Japon. Cette période de films à budget démesuré et d'expérimentation va atteindre son apogée avec deux des plus coûteuses productions d'animés japonais jamais vues, Les ailes données à Mise avec 360 millions de yens et Akira avec 1,1 milliard de yens. Ces films ne vont pas pouvoir rembourser leurs coûts de production, les deux étant été des flops au box-office. Oui, Akira a bidé au Japon. La situation va entraîner la fermeture de nombreux studios et une grosse partie des productions expérimentales vont être délaissées au profit de formules plus conventionnelles et plus sûres. Seul le studio Ghibli va réussir à faire des productions à grand budget à la fin des années 1980 grâce à son film Kiki la petite sorcière qui atteint le sommet du box-office japonais, qui rapporte 2 170 millions de yens pour un budget initial de 800 millions de yens. Malgré son échec au Japon, Akira devient culte à l'étranger et devient le symbole du médium en Occident. Son échec à domicile et son succès à l'international, combiné à l'éclatement de la bulle et à la mort d'Osamu Tezuka, ont achevé l'âge d'or. Dans les années 90, l'animation japonaise connaît une véritable renaissance avec l'émergence de nouveaux styles et genres qui vont redéfinir les codes établis. Les studios commencent à expérimenter à nouveau avec des histoires plus complexes et des techniques d'animation innovantes. Déjà, on va avoir droit à ça. Mais aussi à ça. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. À cette époque, on voit la popularisation du genre Isekai, des œuvres où les personnages sont transportés d'un univers à l'autre. Parallèlement, les animés dédiés à un public plus mature, les seinen, gagnent en popularité. Des œuvres comme Berserk,
ou Ghost in the Shell, explorent des thèmes philosophiques et sociaux plus complexes, élargissant ainsi la portée de l'animation japonaise. Les années 90 marquent aussi une diversification des genres musicaux dans les animés. Des séries comme Cowboy Bebop intègrent du jazz dans leur bande sonore, apportant une dimension unique à l'expérience visuelle. D'ailleurs, I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Inspirée par le mouvement cyberpunk, l'animation japonaise va aussi se perdre dans des univers futuristes et technologiquement avancés. Des titres comme Serial Experiment Lane explorent les limites de la réalité virtuelle et de l'identité numérique. À cette période, on a aussi une forte mise en avant de la sous-culture otaku avec des animés basés sur des ROB où le fanservice occupe une place non négligeable. Ces gens sont d'ailleurs encore bien présents aujourd'hui et côtoient les petits nouveaux. Déjà ces dernières années, on a eu droit à une prolifération du genre Isekai. Re:Zero, Sword Art Online ou Moi quand je me réincarne en slime ont été des succès plus ou moins retentissants et impactants dans la communauté anime-manga. Avec les plateformes de streaming, les adaptations d'œuvres issues de webtoons coréens connaissent un sacré engouement. Tower of Gods ou God of High School sont de sacrés bons exemples de cet essor. D'ailleurs, je suis en retard sur tout ça. Bref, on voit aussi un essor des animés courts et faciles à suivre comme One Punch Man. Les frontières entre les genres traditionnels s'estompent de peu à peu. On observe une émergence de films et de séries expérimentaux mélangeant science-fiction, fantasy ou tranches de vie. Des œuvres comme Shingeki no Kyojin ou Boku no Hero Academia mélangent les éléments de suspense et de drame dans des univers de base définis de manière plus rigide. Le genre mecha fait aussi son grand retour avec des animés comme Darling in the Franxx qui redéfinissent le genre avec des récits innovants et des nouveaux designs nouveaux. Comme tout au long de son histoire, les animés ont su profiter des nouvelles technologies. Même si l'utilisation de la 3D est relativement bancale dans certains cas comme Hajin, d'ailleurs lisez le manga, il est beaucoup mieux. Les petites pépites comme Beastars redonnent un peu d'espoir. D'ailleurs, en parlant de Beastars, dans le passé, les slice of life régnaient en maître sur le monde de l'animation et ils sont loin d'avoir disparu. Les récits simples et quotidiens de ces animés explorant la vie de personnages attachants restent toujours un sacré succès. Des œuvres comme March Coming Like a Lion et Your Lie in April définissent de nouvelles normes pour le genre. Les studios indépendants gagnent aussi peu à peu en visibilité, apportant de nouvelles idées et des approches novatrices de l'animation japonaise. Des œuvres comme Made in Abyss et The Promised Neverland montrent l'impact des studios indés sur le public. Je ne pourrais pas parler des nouvelles tendances sans parler de la révolution des Makoto Shinkai. Le réalisateur célèbre pour Your Name, l'un de mes films d'animation japonaise favoris, et Wuthering With You, a redéfini les normes visuelles de l'animation japonaise. Son approche unique de l'animation et ses histoires touchantes ont ouvert la voie à une nouvelle ère de réalisation cinématographique. Et puis, il y a celui qui n'a jamais lâché l'affaire. Hayao Miyazaki et le studio Ghibli. Signe de l'influence grandissante de l'animation japonaise, on observe de plus en plus de collaborations entre des studios japonais et internationaux, comme le montrent des projets dans le style de Yasuke. Tu n'es pas des nôtres et pourtant ils te traitent comme tel. Les serviteurs seront toujours des serviteurs, les choses sont ainsi, elles l'ont toujours été. Peut-être que le temps est venu de changer ce qui a toujours été. Cela fait un moment que je te cherche. Je ne suis qu'un simple batelier, je n'ai rien de particulier. Ce monde est rempli de démons. Il y a une prophétie qui dit qu'un jour un guerrier noir viendra et qu'il sauvera le peuple. Il est temps de terminer cet épisode dans lequel nous avons voyagé dans les différentes époques de l'animation japonaise, de ses débuts aux nouvelles tendances, passant par le séisme de Kanto, la Seconde Guerre mondiale et l'essor de l'âge d'or qui a façonné le monde de l'animation japonaise. Aujourd'hui, l'animation japonaise continue de captiver les spectateurs du monde entier. Des isekai captivants aux collaborations internationales,
Des studios indépendants aux réalisateurs emblématiques, l'avenir de l'animation japonaise semble aussi prometteur que son passé a été glorieux. Alors chers amis, c'est à vous de jouer. Partagez avec moi vos moments préférés de l'animation japonaise et vos petites pépites personnelles. Et si un sujet vous intéresse particulièrement pour vos concepts, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, restez connectés et préparez-vous pour notre prochaine escapade. D'ici là, que la passion vous guide. C'était Harold. À bientôt dans Hackon. Yeah.